C'est un débat très interactif, en tous les cas le plus interactif possible, que je vous invite maintenant. Je m'appelle Marc Horvitz, je vais animer cette table ronde à laquelle participent, vous le voyez comme moi, Christophe Duchâtel, Thomas Joigny, Julien Bourdonnec et Antoine Comte-Bello, sur un thème qui est quand même assez aujourd'hui malmené: les vertus de l'électrification des parcs d'entreprise, mythe ou réalité. Moi, je vous propose que vous interveniez en levant la main quand vous voulez. Il y a un micro. N'oubliez pas que même si vous intervenez, qu'on entend votre voix, on enregistre, donc on va essayer que vous preniez le micro et que vous parliez devant un micro. Messieurs, bonjour. Oui, la parité bonjour. Cette année n'est pas très respectée, hein. Bon, ça fait rien. Je crois qu'à la tête du syndicat, les choses ont été plus claires. Je voudrais commencer, Christophe Duchâtel, par vous. Au fond, on a entendu tout à l'heure votre président. On a besoin de quelques éclairages français, peut-être, et surtout revenir sur cet objectif de neutralité carbone 2040. Ça veut dire quoi exactement ? Globalement, ça veut dire qu'en tant que constructeur, on est responsable des émissions de CO2, donc on est aussi responsable de trouver des solutions pour les baisser. Neutralité carbone, ça veut dire effectivement travailler sur la production, travailler sur le cycle de vie des voitures, travailler sur le recyclage des voitures. Je crois que ce qui a beaucoup changé, c'est qu'à un moment, on ne regardait que les émissions pendant qu'on roulait, et c'est vrai que c'était l'habitude sur les véhicules thermiques. Puis après, on s'est dit, c'est bon, les véhicules électriques, c'est zéro. Puis on s'est rendu compte que c'est pas zéro, parce qu'il faut intégrer effectivement ce qui se passe avant. Alors, le terme est mieux en anglais, on dit de cradle to grave, ça veut dire du berceau à la tombe, je préfère le dire encore une fois en anglais. Maintenant, on a vraiment cette visibilité globale de ce qu'on analyse sur les CO2, et donc d'arriver à travailler sur chacun de ces éléments, de la logistique, du transport, des usines, pour arriver à cette neutralité carbone. Ça veut dire donc avoir un impact nul, malgré le fait effectivement de produire un maximum de véhicules et de faciliter la mobilité des Français en particulier. Et quelles sont les difficultés, quels seront les obstacles qu'il faut en premier lever ? Les obstacles qu'il faut lever, c'est qu'ils sont innombrables, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait des choix, il faut préparer ces choix, il faut faire des choix industriels importants. Et globalement, ça touche nos fournisseurs, ça touche ce qu'on fait effectivement, nous, bien évidemment, dans nos productions. Ça veut dire des plans d'investissement sur beaucoup, beaucoup d'années. Ça veut dire aussi, ça se fait avec nos distributeurs, nos concessionnaires, qui ont aussi cet impact-là. Donc ça demande effectivement beaucoup d'anticipation et puis des actions encore une fois, très concrètes pour avoir cette évolution. On a essayé de vous montrer dans la présentation de Yves tout à l'heure qu'on vous montre des chiffres, mais on vous montre déjà où on en est, parce qu'on fait tous beaucoup de promesses dans ces présentations. Là, ça permet de se dire, voilà, on veut là-bas, et voilà où on en est déjà aujourd'hui. Et si on résume, au fond, vous êtes à quel pourcentage de l'objectif ? Linéairement, on est en ligne toujours pour atteindre ces objectifs à ce moment-là. Vous l'avez vu aussi, on veut le faire plus vite en France. Et l'idée, encore une fois, c'est vraiment ça aussi. Je crois que vous entendez tous beaucoup ces questions. Est-ce que c'est vraiment propre un véhicule électrique ? Et ça, c'est la première question, parce que notre vraie responsabilité, c'est ça. On ne fait pas de l'électrique pour faire de l'électrique. Je pense que tout ce qui est fait aussi à titre gouvernemental, c'est pour baisser le CO2. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est pas de verdir. Notre objectif, c'est de diminuer l'impact CO2. Et que ce soit effectivement réellement le cas. La conviction que nous avons, c'est que l'électrique est la meilleure solution pour le faire. Et on en a quelques preuves, si vous en avez encore besoin. D'accord. Justement, si on fait je vais me tourner cette fois-ci vers Thomas Joigny. Thomas, où est-ce qu'on en est avec les chiffres de l'électrification des flottes en France ? Où est-ce qu'on en était il y a 5 ans, c'est-à-dire avant la crise sanitaire, et où est-ce qu'on en est maintenant ? En fait, il y a 5 ans, il existerait, on était à 0. Alors, il y a 5 ans, on était effectivement pas loin de rien. Et il y a 5 ans, ça coïncide avec deux choses, avec à la fois le Covid, donc on a tous connu, qui a impacté grandement l'industrie automobile, mais ça coïncide aussi avec le lancement de la norme café. Et il y a 5 ans... En 2 mots, la norme café impose... Petit rappel. La norme café impose aux constructeurs au niveau européen d'atteindre un certain seuil de grammage de CO2 pour l'ensemble des véhicules vendus. Donc, si je ne dis pas de bêtises, on était à 95 grammes. Ça va passer à 90 l'année prochaine.
Donc on va encore avoir un phénomène qui va impacter les ventes de véhicules électriques. Mais ça a eu un vrai impact en 2020 quand c'est arrivé, parce qu'il faut savoir qu'un véhicule électrique, on compte pour 0. Donc ça vient baisser grandement la moyenne de CO2 sur les constructeurs qui ont des véhicules électriques. Après, on ne va pas rentrer dans le détail d'un café avec les associations de constructeurs. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, l'électrique sur le B2B, c'est environ 12%. Sur le B2B, environ 23%. Là, je vous parle des chiffres de vente de véhicules neufs VP à fin 2023. Au niveau du marché global, je crois que Yves en parlait, on est aux alentours de 17%. Donc on est plus en proportion sur le particulier que sur le B2B. Oui, c'est ce qu'on vous a reproché, c'est ce qu'on a reproché, mais c'est peut-être que Julien va répondre tout à l'heure, effectivement. Ouais. Mais il faut savoir qu'en termes de parc roulant, si on prend le parc 20 ans, le particulier, c'est environ 35 millions de véhicules VP. Le B2B, c'est environ 3,5 millions de véhicules VP. Donc si on regarde l'impact que ces chiffres de vente ont eu en B2B, en B2C, B2C, à fin 2023, on est aux environs 2% du parc électrifié, 100% électrique. Sur le B2B, on approche les 7%. Voilà. Donc, il faut toujours remettre dans le contexte. Oui, on vend plus à particulier à électrique, parce que c'est les premiers à adopter une nouvelle technologie, mais les professionnels prennent aussi leur part de l'électrification et du verdissement de la flotte. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Julien, je me retourne vers vous. On a lu, on a pu voir qu'on reprochait souvent aux entreprises de ne pas être dans les clous. Est-ce que les loueurs font partie des vilains petits canards, ou est-ce qu'au contraire, elles poussent leurs clients à électrifier tellement qu'ils ne sont pas entendus ? Alors, je pense que les loueurs font leur job en termes d'électrification. Je pense qu'on ne peut pas faire de procès d'intention à ce produit, en fait, qui est aujourd'hui le produit, on va dire, phare d'utilisation, en tout cas de mobilité pour les entreprises, que 2 tiers des entreprises, en fait, ont recours à de la LLD. Enfin, 2 tiers des immatriculations en entreprise sont faites sur un produit de LLD. C'est un produit qui répond à l'ensemble des besoins des consommateurs, et de plus en plus, puisqu'en fait, en réalité, c'est un produit qui gagne du terrain sur le segment de la consommation, parce que 10% des véhicules immatriculés auprès des particuliers maintenant, l'année dernière, l'ont été en LLD. Et en fait, quand on regarde sous ce prisme, on se rend compte que là, on a quasiment un véhicule sur 2 qui est électrifié. Donc en fait, la LLD, c'est un produit qui supporte et qui aide à l'électrification. Alors, les données sur le début... Et ça, c'est un message qui passe dans les entreprises aujourd'hui, quelle que soit la taille des entreprises ? Clairement, parce qu'en fait, on a été, je pense, dans la profession pionnier pour mettre en place tout un ensemble de dispositifs qui permettent, je dirais, d'électrifier les flottes. Donc, ça peut passer... par évidemment la phase de diagnostic, de consulting, de mise en place de la car policy ou d'une politique de mobilité. Ça passe par de mettre en place du financement sur l'installation des bornes. Ça passe par la mise en place et le chaînage des cartes de recharge d'énergie et l'intégration de ces éléments dans la facturation, ce qui est un élément essentiel. Donc en fait, ça passe aussi par la mise en place pour certains de produits de souscription avec de la location courte durée qui permet de faire du switch. Donc il y a différents produits. Ça passe par plein de choses. Donc en fait, je pense que les loueurs permettent vraiment d'être une courroie de transmission en fait, de ces stratégies d'électrification. Donc, oui, Christophe. Ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est, je pense, qu'en termes de changement, c'est le changement le plus important qu'on a tous eu à faire. C'est-à-dire que passer du diesel à l'essence, passer de l'essence à l'hybride rechargeable, passer au micro-hybride, globalement, c'est des changements, c'est pas des grosses transfos. C'est ce que tu disais, le passage à l'électrique, ça change tout l'écosystème qu'il y a autour. Donc je pense qu'à un moment, il ne faut pas sous-estimer, et vous l'avez tous vécu et on le vit tous, je pense, au quotidien. Ça demande vraiment un changement global de l'accompagnement. Ça faisait longtemps qu'on n'expliquait plus à un client comment faire le plein de gasoil. Maintenant, effectivement,
également sur un véhicule électrique. Il y a tout ça, effectivement, qui se passe. Anticiper aussi comment intégrer toutes les évolutions fiscales, anticiper comment on intègre la recharge à l'intérieur d'un loyer. Tout ça, encore une fois, c'est normal que ça ait plus d'inertie, je dirais, qu'un autre changement. Je pense que le mot, tu l'as utilisé, c'est le mot inertie. Enfin, le marché des entreprises, c'est un marché qui a sa propre dynamique, qui est en général beaucoup moins volatile que le marché des particuliers, parce que les entreprises, elles prennent du temps pour faire leur planification d'investissement. C'est des montants considérables de capital qui sont déployés. Donc c'est sûr que leur stratégie, ils les mettent en œuvre sur plusieurs années. Donc on voit en fait, et on le voit parce qu'en fait, sur le début de l'année, quand on regarde les chiffres d'électrification de 2024 de mai, en fait, la LLD, sur tous les segments, à partir du moment où un véhicule est loué, il a tendance à être plus électrifié, que ce soit un véhicule particulier, un véhicule entreprise, un véhicule utilitaire. Il est en général, et je parle sous le contrôle de Dataneo, et c'est des chiffres du SIV, donc de l'administration française, on est plus électrifié. Voilà. Donc, c'est le seul canal qui tire le marché, pardon. Non, je voulais juste rajouter que c'était le seul canal aujourd'hui qui tire le marché vers le haut. Le marché passe en super forme et aujourd'hui la LLD est un des seuls canaux de vente qui permet un renouvellement du marché, un renouvellement des véhicules en parc et l'électrification des flottes et en entreprise et pour le B2C. Donc à vous entendre tous les trois, on est sur la bonne voie et on avance. Et en fait, si on reprend les deux termes de la question qui était posée, c'est mythe ou réalité. En fait, aujourd'hui, on est plutôt dans la réalité que dans le mythe. Mais est-ce qu'on a vraiment dépassé le mythe quand on sait les difficultés qu'il y a à découvrir le score environnemental ou à calculer le problème des TCO? Je pense effectivement, quand on parle du point économique, parce qu'à la fin, c'est bien de vouloir se dire on baisse et on optimise la partie environnementale. La partie économique, ça reste le nerf de la guerre. En plus, dans un contexte avec des taux d'intérêt qui augmentent, donc tout ça rajoute effectivement cette pression globale. Et donc là, il a fallu effectivement aussi se réinventer. On l'a vu, encore une fois, je pense, et vous le vivez tous aussi. Un TCO de véhicule électrique, ça ne se calcule pas comme un véhicule thermique, parce qu'on n'a pas une seule utilisation de véhicule électrique, celui qui recharge chez lui, celui qui recharge sur autoroute, celui qui recharge en voirie. Donc il a fallu réinventer ça. Il y a les VR, dont on parlera aussi un moment, les valeurs résiduelles, où là aussi, je pense, ça a été un changement pour beaucoup. Une valeur résiduelle, c'était un traitement de l'historique. Maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le futur, et la prospective est souvent plus compliquée que l'analyse de l'historique. Donc tout ça a obligé, entre guillemets, chacun à se réinventer, et bien évidemment aussi à être réactif par rapport aux contraintes, aux nouvelles règles qui arrivaient, les intégrer, les amortissements de batterie ou autres, pour essayer d'optimiser effectivement tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas mal de changements. Je ne dirais pas que le chemin est fait. Il y a des petits pas qui se font dans la bonne direction. Il est tracé en tous les cas. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y aurait quelques questions dans la salle à ce moment du débat? Alors, je continue et je me tourne vers vous. Alors, Antoine, vous êtes venu avec votre boule de cristal parce que il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé depuis dimanche soir. Mais quand même, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que vous êtes aussi ici le représentant des pouvoirs publics, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la volonté des pouvoirs publics et surtout de la visibilité qu'on peut avoir à terme? Vous parlez volontiers de 2027. Si on se replace à samedi soir ou à dimanche après-midi, qu'est-ce qui était prévu et comment on peut en parler pour, au fond, rassurer les chefs d'entreprise, les gestionnaires de flotte et les loueurs qui ont besoin de visibilité pour mettre au point leur stratégie, y compris leur politique automobile? Merci beaucoup. Alors, je répondrai en deux parties. D'abord, ce qu'on a prévu et ensuite la boule de cristal. Peut-être l'électrification, c'est le principal vecteur de décarbonation des transports. Pour rappel, les transports, c'est 30 millions de tonnes. C'est le seul secteur dont les émissions n'ont pas diminué depuis 30 ans. On a même augmenté. Et l'objectif de la planification écologique, c'est de les baisser à 90 millions de tonnes, donc une baisse de 40 millions de tonnes, face à un tendanciel qui a toujours cru.
Donc le défi est très important. Et on a estimé que l'électrification, ça permettait de réduire de 11 millions de tonnes, donc un quart de l'effort nécessaire pour l'ensemble du secteur des transports, juste sur l'électrification automobile. Pour ça, il y a plusieurs leviers, et on considère que les flottes d'entreprises, puisque ça représente à peu près 55% des achats, sont un levier fondamental. Ça a été rappelé, les entreprises ont tendance pour l'instant à moins s'électrifier que les particuliers. On est autour de 11-12%, contre 22% l'an passé pour les particuliers. Alors même que, concernant les entreprises, les TCO sont déjà souvent plus favorables à l'électrique. Je renvoie notamment aux travaux de Arval, et son observatoire, qui prend plusieurs modèles, la Mégane, etc., qui compare le TCO d'un thermique et d'un électrique. Et souvent, la conclusion est que l'électrique est moins cher. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fiscalité plus avantageuse, exonération de TVS, amortissement accéléré, etc. Bonus sur amortissement sur le véhicule de fonction, avantage fiscal plus grand sur le véhicule de fonction, etc. Donc, sur le plan économique... Plus de bonus quand même, pour les entreprises. Ouais, mais plus de bonus parce que TCO déjà positif. Oui, mais donc, nous ne l'oublions pas. Voilà. Et du coup, face à ce constat d'une électrification plus faible pour les entreprises, vous le savez tous, il y a eu des travaux, une proposition de loi qui a été déposée, et qui partait aussi du constat que dans d'autres pays, les taux d'électrification des entreprises sont beaucoup plus importants, Danemark, en Allemagne, qu'il y a certaines entreprises en France, des grandes entreprises, qui sont déjà à 70-80% d'électrification de leur flotte, donc c'est possible. Et donc le passer par la voie de la norme permettait de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Voilà où nous en sommes. Ensuite, la boule de cristal, pas plus qu'un autre. Je ne peux pas prédire ce qui va se passer dans les prochains mois. On entre dans une phase d'incertitude. Néanmoins, il y a l'électrification de l'automobile en général et donc des entreprises a quand même plusieurs arguments en sa faveur. D'abord, il y a 2 constructeurs français qui ont annoncé leur souhait de poursuivre dans l'électrique pour ne pas se laisser distancer, notamment dans la concurrence mondiale. Donc on peut penser que quel que soit le futur politique, il y aura ce souhait de la part des constructeurs de continuer à produire et à vendre des véhicules électriques. Il y a aussi les TCO qui sont plus avantageux pour les entreprises et qui pourraient le devenir bientôt pour les particuliers également, avec la baisse du prix des batteries. Et donc l'argument économique va aussi devenir assez fort en faveur de l'électrique. Et puis il y a les enjeux aussi citoyens et de responsabilité des entreprises qui normalement devraient inciter à continuer l'électrification. Donc indépendamment du cadre politique, il y a quand même de puissants leviers pour favoriser cette électrification. Et puis sinon, nous, au sein de l'administration, on travaille sur des trajectoires pluriannuelles à 3 ans, sur les évolutions des bonus, des malus, pour donner la visibilité aux acteurs. Voilà, c'est des travaux qui seront disponibles pour le prochain gouvernement, qui en fera ce qu'il voudra. On peut en avoir la primeur, même si je ne pense pas que le ministre des Transports soit dans la salle. Ils ne sont pas encore aboutis, donc je ne peux pas dévoiler les contenus, mais voilà, il y a des réflexions sur le leasing social, sur les bonus, sur les malus CO2, poids, etc., pour préciser, donner une visibilité aux acteurs aussi sur plusieurs années sur l'évolution de ces dispositifs, pour éviter d'avoir à les fixer à la fin de l'année pour l'année suivante. Oui, et Antoine, l'Europe dans tout ça, quel rôle elle joue sur la définition des normes, elle est très forte ou elle fait au contraire ralentir, et à ce moment-là, finalement au Parlement européen, il ne va pas y avoir tellement de changements. Les groupes, en tous les cas, le groupe majoritaire, le groupe le plus nombreux, il n'est pas majoritaire, le plus nombreux reste le même. Est-ce que ça peut changer quelque chose ? Est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur les décisions d'un gouvernement français ? Alors, le cadre européen, il a été fixé, il est très ambitieux sur la mobilité, puisque le règlement CO2 impose la fin des véhicules thermiques neufs en 2035. Il y aura une clause de revoyure qui existe, qui sera rediscutée par définition dans quelques années, mais on peut penser que le mouvement est lancé, que les constructeurs ont beaucoup investi dans l'électrique, donc il y aura sans doute des discussions, mais une des hypothèses les plus probables est que cette norme soit maintenue, et si la norme est maintenue, le droit de l'Union européenne s'imposant au droit national, jusqu'à présent, il y aura donc certainement, ce cadre va s'imposer en France. D'accord, donc en fait, là aussi, on est plus ou moins sur une voie tracée et dont on ne peut pas beaucoup s'écarter. Je veux dire, ça ressemble plus à un rail qu'à une route de montagne.
Voilà, ça ressemble à un rail modulo cette clause de revoyure où il y aura bien sûr des discussions. Du côté de l'Allemagne, il y a encore des interrogations aussi sur cette date de 2035. Mais en tout cas, côté filière, les acteurs se sont organisés par rapport à cette date. Et les acteurs économiques aiment bien la prévisibilité et la stabilité. Donc on peut penser qu'il y aura un intérêt, fort à maintenir cette échéance de 2035. Julien ? Merci Antoine pour ces éléments. Je comprends que, puisqu'on a décidé au niveau européen, et c'est des objectifs que tout le monde comprend, d'organiser en tout cas la partie offre du marché avec des rails très bien, très définis, que la tentation normative pour organiser la demande existe de l'autre côté pour que le marché continue de fonctionner. Donc nous, malheureusement, le marché ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Et nous les loueurs longue durée, le point sur lequel on interpelle, c'est qu'il y a des effets de bord, en fait, qu'il va falloir traiter, sur lequel on est disposé à travailler et à essayer de trouver des solutions. Mais les contrats et les solutions de mobilité qu'on propose aux entreprises sont beaucoup plus flexibles que ce qu'elles peuvent paraître, je dirais, de loin. Et les entreprises pourraient être tentées, si les normes étaient trop coercitives, dans l'obligation d'électrifier leur flotte, en fait, de gérer les pourcentages en différant des commandes ou en gérant leur carnet de commandes, ce qui pourrait en fait mettre la profession automobile dans une situation relativement compliquée, en tout cas dans un premier lieu, même au niveau des distributeurs, qui pourraient se retrouver avec des stocks. C'est vraiment quelque chose de compliqué à gérer. Il y a une inertie, il y a une dynamique qui fait que c'est plus facile de réguler l'offre que de réguler la demande. Voilà, c'est un des premiers points. C'est un peu ce qui se passe, Thomas ? Oui, c'est complètement ce qui se passe, que ce soit sur les particuliers ou les sociétés. On parle ici des sociétés. On a un report des achats qui est visible dans les immatriculations du marché. Que ce soit sur toutes les énergies, mais plus particulièrement sur l'électrique, on a des gens qui attendent un effet. Enfin, il n'y a pas d'effet d'aubaine. Donc, plutôt que de changer de véhicule, des gens qui ont acheté un véhicule électrique ou un véhicule hybride il y a 2 ou 3 ans, quand les taux étaient encore bas, quand on était sur un loyer qui était encore acceptable, enfin en tout cas dans leur budget, aujourd'hui, une société qui veut changer de véhicule et prendre un véhicule électrique, il se retrouve avec un taux qui était à 1% et 4 ans, qui est à plus de 4% aujourd'hui, et des prix de véhicules qui ont augmenté, et des véhicules qui sont de plus en plus compliqués à obtenir. Donc, excusez-moi, mais le taux d'emprunt augmente aussi pour les véhicules thermiques, donc j'ai du mal à voir le raisonnement. Ah, mais c'est ce que je disais au début. Aujourd'hui, le sujet de cette table ronde est sur principalement le véhicule électrique, oui. Mais ce phénomène se voit sur l'ensemble du marché, quelle que soit la motorisation qui soit étudiée. Donc il y a une sorte de panne aujourd'hui du marché, ça, on le comprend bien, mais elle touche plus particulièrement l'électrique ? Non. Oui, elle peut toucher plus particulièrement l'électrique dans une mesure où le prix moyen de vente d'un véhicule électrique est plus élevé. Donc le capital qui doit être déployé peut être de 50% supérieur. Donc dans un contexte en plus de trajectoire des taux dans laquelle tout le monde s'attend plutôt à des taux qui vont baisser dans les prochaines années, qui font qu'on pourrait avoir une situation 2025 dans laquelle finalement il serait urgent d'attendre. C'est un peu ça et on a en face de le marché des flottes, aussi pour donner quelques chiffres qui alimentent le débat, c'est effectivement des flottes de plus de 100 véhicules qui représentent à peu près la moitié dans les ordres de grandeur des immatriculations, et une deuxième moitié de flottes plus petites, pour autant que une flotte de 100 véhicules est déjà assez grande. Les acheteurs de flottes de plus de 100 véhicules sont des acheteurs redoutables. On les pratique quotidiennement. Ce sont des gens qui ont développé des techniques d'achat, qui comprennent parfaitement l'environnement macroéconomique dans lequel ils évoluent. Et donc, c'est ça mon point d'alerte. C'est mon point d'alerte. Et attention, ce sont des gens qui feront tous les arbitrages nécessaires pour optimiser leur trajectoire économique. Voilà.
Christophe? Ouais, j'achète vraiment ton point aussi d'éviter les effets de bord, parce que souvent, effectivement, il y a un effet positif d'un côté qui en amène un autre. Est-ce qu'il faut le faire en pourcentage de renouvellement ou en moyenne de CO2 du parc? Est-ce qu'il faut avoir d'autres règles? Ce qui est sûr, et on en parlait effectivement un peu en préparant ça aussi, je pense que anticipation et consistance, c'est vraiment les points, je pense qu'on recherche tous. Il y a un cycle moyen pour changer des systèmes, il y a un cycle long pour préparer des voitures, il y a un cycle court pour changer certains règlements. Il faut que tout ça arrive à s'aligner pour qu'effectivement on arrive à quelque chose pour que... Et on le voit, nous, en discutant avec nos autres collègues des autres pays européens, il y a vraiment des coups de barre à fond à droite, coups de barre à fond à gauche, quand il y a un règlement qui change, quand il y a les clients qui attendent en Italie un texte, donc le marché s'est arrêté jusqu'à ce que l'Italie sorte son texte. En Allemagne, on arrête du jour au lendemain, le mix change. Donc tout ça, effectivement, c'est pas compatible avec nos métiers aujourd'hui. Je pense qu'on a tous assez conscients. On est très rapidement passé sur les valeurs de revente. En quoi aujourd'hui enfin, ça a un impact, on le sait, évidemment dans le loyer, dans les valeurs de loyer, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile avec les véhicules électriques. Et est-ce qu'on peut vraiment... la donne change complètement, il faut faire de la prospective et plus s'appuyer sur le passé. Comment on fait ? Effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a de se dire comment le véhicule électrique va évoluer dans le futur. Donc, est-ce que, et ça c'était les premiers mythes au départ, aujourd'hui l'autonomie est là, elle va tripler dans le temps, on aura des voitures à 2000 ou 1000 km. Bon. On pense que ça n'arrivera pas, mais c'est la première question. Donc, comment le véhicule va évoluer ? Après, la deuxième question, c'est est-ce que ce qu'on va être capable de vendre maintenant, dans 3 ans, le marché du véhicule d'occasion ? Donc là aussi, il y a une partie importante qui est comment l'acceptation de ces énergies vont être en deuxième ou en troisième vie. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis là aussi, si aujourd'hui, je fais un coup de barre à fond à droite, barre à fond à gauche, en disant l'électrique, j'y vais plus, ceux qui sont chargés de développer ces valeurs résiduelles se disent j'hésite, j'y vais. Et on a vraiment ça, on le ressent. Tous les 6 mois, on y va, on rajoute. Tous les 6 mois, on se repose la question, finalement, on va peut-être un peu trop loin. Et puis, effectivement, il y a un petit peu de... Je pense qu'on est tous un petit peu en sueur quand on règle ces problèmes de valeurs résiduelles sur ces véhicules. Donc, globalement, je pense d'avoir cette vision long terme. Ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on agit souvent avec les problématiques de revente des véhicules aujourd'hui, alors qu'une VR, c'est la revente d'un véhicule dans 3 ans. Donc tout ça, effectivement, donne un petit peu de... je pense qu'on se cherche encore tous un peu sur ce marché-là. C'est des discussions qu'on a de manière assez régulière. Et donc cette consistance aidera aussi à avoir une modélisation plus facile des VR. Je pense que, de toute manière, c'est le rôle des loueurs que d'absorber d'absorber ce risque de valeur résiduelle. C'est notre fonction dans l'écosystème. On le prend volontiers. C'est vrai que les valeurs résiduelles des véhicules électriques, elles ont évolué à la baisse, mais c'est aussi parce que leurs prix de vente ont évolué à la baisse. Donc je pense qu'il faut aussi être honnête intellectuellement. Je ne suis pas certain que l'impact net ait été négatif sur les loyers. Je pense que les loyers vont dans le bon sens sur les véhicules électriques. Et Antoine, vous le mentionniez, sur les TCO. Je pense que c'est vraiment ça le rôle des loueurs, en fait. C'est cette capacité à gérer ce risque de valeur résiduelle qui est considérable. On parle sur le bilan des loueurs de plusieurs milliards d'euros. Et de le gérer à la fois aussi en développant des produits qui nous aident en fait à développer des éléments de circularité dans notre offre. Par exemple, en offrant une deuxième vie aux véhicules électriques et un deuxième cycle de location, pourquoi pas un troisième. Donc ça, c'est des modèles sur lesquels on va se chercher. On va chercher aussi, là on est dans une association professionnelle, donc on ne partage pas tous les éléments en fait, parce qu'il y a des éléments qui sont plutôt liés à la stratégie de chacun, mais je pense que l'ensemble des membres en fait vont développer des stratégies pour proposer des alternatives sur ce point. Et les évolutions fiscales aussi, c'est-à-dire que quand on a un fort bonus, ça veut dire que ça réduit l'écart entre les VN et les VO. On sait que globalement, les bonus vont plutôt aller à diminuer qu'est-ce qui se passe, quoi qu'il se passe. Donc globalement, ça devrait aussi refavoriser les VR d'électrique dans le temps, parce que ça va réaugmenter l'écart entre VN et VO. Donc là aussi, les évolutions fiscales ont aussi un double impact, effet collatéral aussi sur les VR. Alors, des questions dans la salle ? Peut-être quand même la première. Qui est-ce qui se lance ? On est à peu près à la mi-temps, dirait Christophe.
Alors, le micro arrive. Si vous voulez bien Il est allumé, oui. voilà, nous dire Merci. qui vous êtes. Oui. Bonjour, donc je suis Benoît Domingos de GRDF et je suis un biogazier convaincu et mobilisé autour de cette idée-là. Moi, je voulais revenir un petit peu sur les pourcentages que vous citez sur le développement de la mobilité électrique. De mémoire, les chiffres, on renouvelle 4 à 6% du parc tous les ans. Sur ces 4 à 6%, il y a 18 à 22% qui sont liés finalement à de la mobilité électrique. Donc, grosso modo, c'est un peu les chiffres que vous rappeliez, Thomas. Finalement, on a un renouvellement du parc global qui a, à mon avis, un rythme pas suffisamment rapide pour atteindre les objectifs qui sont fixés donc en 2030. Ça, c'est le premier volet de la question. Et le deuxième volet de la question, c'est de regarder un petit peu le vieillissement du parc, puisqu'en 10 ans, on a quand même un parc qui a vieilli de 2 ans supplémentaires. Donc j'imagine bien que les orientations du tout électrique, finalement, ralentissent aussi le renouvellement du parc. Et est-ce que ça ralentit finalement la décarbonation ? Peut-être pour répondre sur la première question, on a bien calculé nos objectifs de baisse des émissions à partir du parc et pas uniquement des immatriculations. On vise à peu près 7 millions de véhicules électriques dans le parc en 2030. Ça fera à peu près 15% du parc. Et rien qu'avec cet effet, on économise 11 millions de tonnes. Et ensuite, la pénétration est croissante. On vise plutôt 30% dans le parc en 2035 pour un parc 100% électrique aux alentours de 2050, ce qui nous permettra du coup d'atteindre la neutralité carbone. Donc il n'y a pas forcément de difficulté. L'enjeu n'est pas d'électrifier tout de suite, mais de le faire progressivement pour atteindre le premier palier 2035 qui concerne le neuf et ensuite favoriser l'entièreté de l'électrification du parc. Merci Antoine de cette précision. Je pense que c'était important, qu'il faut toujours le rappeler et qu'effectivement, on a souvent l'impression, et les gestionnaires de parcs qu'on peut rencontrer, gestionnaires d'entreprise, disent toujours oui, c'est demain qu'il faut électrifier. Oui, c'est demain qu'il faut électrifier, certes, mais enfin, on a quand même un petit peu de temps et s'il reste encore quelques thermiques, non pas dans les flottes, mais globalement dans le parc roulant, ça n'a pas une grande importance. Ça n'aura de l'importance qu'à partir de 2040 ou 2050, si j'ai bien compris. D'autres questions dans la salle ? Une autre question ? Vous précipitez pas tous, oui, voilà. Allez, le micro arrive de main en main. Christophe sourit déjà. Bonjour, Jackie Delorme, société MG Motor. Ma question va être adressée, j'imagine, à Monsieur Comte-Bello, et ça va concerner l'amendement qui a été prévu d'être déposé par rapport à la loi LOM. Est-ce que vous avez des informations en général sur ce sujet-là ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un cadre réglementaire qui pèse sur aujourd'hui, sur demain, sur la fiscalité, mais évidemment qu'on a également une loi LOM qui est là pour encadrer tout ça, mais qui n'est pas, punitive, c'est un gros mot, mais en fait, elle ne l'est pas malgré tout. Donc, est-ce que vous avez des informations à ce sujet et des directions ? Merci. Vous faites mention à la loi LOM sur les quotas de verdissement, la partie quota, oui. Écoutez, pour l'instant, c'est la loi LOM qui s'applique, faute de proposition de loi qui soit votée et qui la modifie. Et cette loi LOM, elle prévoit déjà des trajectoires de quotas de véhicules électriques dans le parc. Alors, c'est curieux juridiquement, mais c'est une loi qui n'est pas sortie de sanctions. Mais du coup, il y a quand même une symbolique en termes d'obligation. Et concernant tout ce qui est proposition de loi ou amendement sur ces trajectoires, je vous donne rendez-vous après les élections pour connaître les intentions du gouvernement et du Parlement. Merci Antoine. Décidément, le marc de café, c'est plus efficace ? Une question dans la salle ? Je voudrais qu'on revienne sur les frais réels. Là aussi, les gestionnaires de parcs s'interrogent sur les frais réels de l'électrification. Je veux dire, c'est surtout l'entretien, les pneumatiques. Globalement, on a des questions et on se demande si, même si les TCO peuvent paraître, sont, à vous entendre, plus acceptables et en tous les cas plus raisonnables, il y a encore plein de questions qui se posent autour de l'entretien des véhicules électriques. Christophe, on peut répondre ?
Oui, alors je vais vous répondre avec de la théorie et de la pratique. La théorie sur effectivement des simulations qu'on fait sur un cycle de vie de véhicule. Donc globalement, entre moins 40 et moins 50% de frais de maintenance d'un véhicule électrique, tout en intégrant le fait qu'on va globalement augmenter de 25 à 30% les usures des pneumatiques à cause du couple et à cause du poids des véhicules, et que globalement en carrosserie c'est flat. Donc ça c'est la théorie de ce qu'on a simulé, et l'avantage de ce qu'on peut faire en face de vous aujourd'hui, c'est qu'on a un constructeur qui a commencé l'électrification depuis longtemps, et dans des pays où, je prends l'exemple de la Norvège, où on a 93% de véhicules électriques aujourd'hui, on a croisé cette théorie avec la pratique, c'est-à-dire qu'on a repris effectivement depuis 2 ans maintenant les factures de chaque client sorties des concessions en Norvège, et puis de regarder réellement ce qui se passe. Donc ce n'est plus un mythe, c'est une réalité, c'est prouvable. On l'a fait en Norvège, on est en train de le faire en Hollande, où il y a aussi un gros parc électrique. Donc oui, un véhicule électrique coûte au moins 50% de moins en maintenance qu'un véhicule thermique. Là aussi, dépendant de sa durée, de son cycle. Mais c'est sûr, encore une fois, on l'a vu en rigolant, en ouvrant les capots tout à l'heure, il y a quand même des choses en moins. Vous ne mettrez plus beaucoup d'huile dans les véhicules thermiques. Il y a effectivement beaucoup moins d'éléments à changer. Donc, globalement, une maintenance qui baisse de manière importante, le pneumatique qui augmente, mais au total, moins 50% minimum. Les freins, parce qu'on parle toujours des freins. Les freins, ça a beaucoup baissé aussi à cause des freinages régénératifs. Donc, freinages régénératifs font que nous, on a des utilisateurs aujourd'hui qui arrivent à 200 000 et on se dit, mais vous n'avez jamais changé les plaquettes. Donc, non, effectivement, le frein baisse aussi de manière importante. Éco-conduite et apprentissage des conducteurs et des utilisateurs des véhicules, c'est aussi une façon de rentrer dans l'électrification, et ce n'est pas toujours fait dans les entreprises, c'est ça ? Julien ou Christophe. Enfin, si c'est fait, s'ils sont bien accompagnés par un loueur de qualité. Mais ce qui est la plupart des, et bien entendu, c'est un peu notre rôle en fait d'accompagner les entreprises. C'est ce que je voulais t'entendre dire. En fait, sur la partie du TCO, moi, je voulais revenir sur ce sujet. C'est toujours TCO, c'est quand même un animal qui est un petit peu compliqué à apprivoiser parce qu'en plus, il y a toujours des coûts cachés. Il y a des sujets en ce moment qui sont compliqués, et de coûts d'immobilisation, remise en état. Il y a les coûts d'assurance aussi. En fait, en réalité, les entreprises doivent aussi s'assurer, et la plupart des loueurs proposent des solutions d'assurance. Et c'est aussi quelque chose qui n'est pas simple à comparer, parce que si on compare dans le temps, effectivement, il évolue. Il faut le comparer, il faut neutraliser les segments. Donc, je pense que déjà, appréhender un TCO nécessite d'être accompagné, parce que sinon on comprend rien à ce qu'on commence à comparer. Donc c'était un peu mon premier point. Et le deuxième point sur, par exemple, je vais volontairement mettre le doigt sur un sujet qui a été qui a été relativement polémique, qui est quand même l'utilisation du plug-in hybride, qui est un véhicule qui, s'il n'est pas correctement, en tout cas utilisé et surtout disposé dans une car policy, et avec un vrai travail d'accompagnement sur les cas d'usage sur lesquels il est efficace, ne délivre pas les économies de CO2 escomptées. Ce qui prouve bien que de toute manière, c'est pas seulement le type de véhicule qui compte, c'est aussi comment on est accompagné pour l'utiliser. Voilà, c'était ça mon point. Et ben voilà, donc on arrive au troisième point. Après avoir parlé écolo, économie, on arrive au problème d'usage. Bien évidemment, choisir un véhicule électrique, ça dépend aussi de l'usage. Faire le choix de l'électrique, c'est aussi s'interroger sur les usages. Alors, Christophe, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que finalement un véhicule électrique, pour ce qui est d'un VP, ou pour ce qui est, c'est un peu plus difficile quand on est chez Volvo, mais pour ce qui est d'un véhicule utilitaire léger, est-ce que l'électrique, ça répond à tous les usages ? Je vais répondre sur le VP. L'électrique, ça fait pas mal. Donc l'électrique, ça fait pas mal, et on se rend compte effectivement que le premier point, quand vous en discutez avec n'importe qui, le premier truc c'est « Ah oui, mais quand je vais partir faire 1000 km, je vais devoir m'arrêter, je ne peux pas le faire d'une traite, et le 15 août, il y aura tout le monde à la queue à la borne. » Ça, c'est les deux trucs qu'on a effectivement régulièrement. Le point qu'on a fait pour soigner ces points-là, c'est déjà de mettre des autonomies, et on le voit, nous aujourd'hui, globalement, nos clients achètent des véhicules qui ont au moins 30% d'autonomie en plus que dont ils ont réellement besoin. Et maintenant, quand on dépasse des 500, 575, 600 km d'autonomie, c'est plus une problématique, et on le voit encore une fois, dans 95% des utilisateurs, 97% des utilisateurs,
il s'adapte rapidement. Alors, pour certains, au début, c'est par une contrainte parce que le gestionnaire de parc a décidé j'électrifie, j'y vais, je change, donc vous n'avez pas le choix. Et d'autres, par, encore une fois, choix ou environnemental ou économique. Aujourd'hui, ça correspond à une immense majorité des usages. Les évolutions qui ont été faites en termes de structure de recharge on a longtemps rigolé, hein, les 100 000, on ne les verra jamais, mais ça y est, les 100 000 sont là, puis il y a une vision intéressante là-dessus. Donc aujourd'hui, il y a un bon équilibre entre les autonomies des voitures, la possibilité de se recharger. Et donc, globalement, à part celui qui fait que de l'autoroute nuit et jour sans s'arrêter. Donc aujourd'hui, 95% des usages sont adaptés à ça, avec les véhicules qui correspondent, avec les accompagnements de recharge qui correspondent. Maintenant, encore une fois, notre but, c'est pas de passer à 95% aujourd'hui. Notre but, effectivement, c'est que ceux qui sont en train de se poser la question et qui ont un usage compatible fassent ce bilan, fassent cette analyse. Là, je parle plutôt à des gestionnaires de parc et à des clients et se disent bah oui, effectivement, ça peut correspondre à mon usage. Donc aujourd'hui, encore une fois, les véhicules, les infrastructures permettent de rouler en électrique. Je sais que tu l'as expérimenté toi aussi assez régulièrement. Aujourd'hui, encore une fois, c'est vraiment compatible avec une utilisation d'une grande majorité de nos clients. Et comment on en convainc les clients, Christophe et puis Julien, parce qu'en fait les loueurs, ils ont aussi, il faut qu'ils fassent de la pédagogie là-dessus, et c'est pas si simple que ça. Disons que sans tomber dans l'image d'Épinal, mais en étant aussi un peu honnête vis-à-vis des représentants des pouvoirs publics, je pense que déjà, à titre de boutade, si on respecte la régulation de vitesse et qu'on fait les préconisations de la sécurité routière, en fait, en réalité, on n'a pas de problème d'autonomie. Donc maintenant, boutade mise à part, ça veut dire aussi que les discussions doivent se faire sur l'utilisation des flottes avec les gestionnaires de flotte dans le cadre de la prévention des risques de sécurité routière, de bien regarder les trajets et de dire en fait, en réalité, vous n'avez pas des fois un problème d'autonomie, vous avez un problème de pratique de mobilité. Et ces problèmes de pratique de mobilité, vous avez en fait un problème plus grave que l'autonomie du véhicule, vous avez un problème de risque. Parce que vous avez des gens qui sont sur la route trop de temps, qui font trop de kilomètres dans la journée et ça vous expose à autre chose. Donc en fait, on peut réussir à traiter les deux choses en tout cas ces deux sujets avec la même solution. Oui, Christophe. Et le sujet maintenant n'est plus l'autonomie, mais la vitesse de recharge. Je pense encore une fois, ce qui est important, c'est de ne pas devoir s'arrêter 2 heures toutes les 2 heures. Maintenant, aujourd'hui, c'est 20 minutes toutes les 2 heures. Et effectivement, ça correspond à ça. À quel prix ? Là aussi, il n'y a pas de réglementation. Alors, globalement, vous rechargez à 15-20 centimes chez vous, vous rechargez à 30 centimes en voirie, vous rechargez entre 40 et 60 centimes sur les autoroutes aujourd'hui, avec différentes formules d'abonnement ou des choses comme ça qui permettent de lisser un peu. Alors, j'ai échangé avec un loueur la semaine dernière qui avait eu son record de coût de rechargement dans la flotte d'un de ses clients avec 2500 € de recharge. En fait, c'était quelqu'un qui est parti en vacances et qui est resté garé sur une borne. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Donc en fait, le problème, c'est qu'on va avoir sur les pratiques de recharge de véhicules les mêmes écueils qu'on a eu avec le roaming, l'itinérance dans le secteur de la téléphonie, qui en fait ont eu besoin de régulation des pouvoirs publics. Et pour le coup, là, on est favorable, très très favorable à la régulation des pouvoirs publics sur cet aspect-là, parce qu'en fait, sinon, c'est vrai que c'est un peu le Far West sur le coût de recharge en itinérance. Et ne serait-ce que sur la donnée constitutive du coût, les protocoles de partage de données existent, mais il n'y a pas d'obligation de contribuer. Donc en fait, on n'est pas non plus très très bien placé pour reporter aux clients comment se décomposent ces coûts de recharge entre le stationnement et la recharge, par exemple. Est-ce que question dans la salle ou expérience peut-être avec les véhicules utilitaires dont je parlais tout à l'heure. Oui, bonjour. Non, c'est pas les véhicules utilitaires. Nous, on est une entreprise, on est dans un immeuble, on est locataire. On a une flotte de 6 véhicules, on a 15 places de parking, il y a 20 colocataires dans cet immeuble. Et on aura maximum dans cet immeuble qui a été rénové pourtant il y a 4 ans, une seule borne électrique. Donc Volvo Evans aura beau être les plus convaincants à tout point de vue, on ne pourra jamais avoir plus d'un véhicule électrique en flotte. Déménager, disent-ils. Antoine, je pense que c'est vous qui
Si c'est la seule réponse, ça va être compliqué. Ouais. Non, effectivement, vous avez raison. Il y a certains cas d'usage, notamment l'habitat collectif, où il y a parfois des stationnements réduits, où il y a des enjeux d'éventuelle évolution, soit des normes, soit des réglementations, pour faciliter l'électrification. Sur ce point, pour l'instant, je peux pas vous dire grand-chose, mais on a commandé une mission d'inspection qui doit nous faire des propositions, notamment sur le déploiement des bornes, enfin ce type de déploiement de bornes dans le collectif, où on voit que c'est un des freins pour les entreprises qui sont concernées. Ce n'est pas la majorité des entreprises, mais celles qui se trouvent dans cette situation, effectivement, peuvent avoir des difficultés. Et ça concerne aussi les particuliers. Sans langue de bois, vous avez raison, 80% aujourd'hui des recharges, 70 à 80% des recharges se font à domicile ou à l'entreprise. Donc si on n'a pas effectivement pas la solution à domicile ou en entreprise, c'est plus compliqué, ça c'est clair. Maintenant, ça veut dire que de temps en temps, il y a des solutions en voirie qui permettent de compenser. Les copropriétés, il y a eu un bon boulot de fait, mais pour ceux qui l'ont essayé, ça reste quand même un long chemin d'assemblée. Alors, il y a l'Assemblée générale, le droit à la prise, réargumenter, attendre Enedis, etc. Donc tout ça, encore une fois, des choses sur lesquelles ça manque un peu de fluidité, ça c'est sûr. Et effectivement, des cas comme ça sur lesquels c'est moins simple au quotidien, on est totalement d'accord. Autre intervention dans la salle? Hervé Trosset, Société Elat. Où en sont j'ai une question sur la fiscalité sur l'électricité versus la fiscalité sur les carburants. Où en sont les réflexions des pouvoirs publics sur cet aspect-là des choses? Ouais, c'est un sujet qui sera très important à horizon 2030. Hein. La TCPE, c'est plus de presque 35 milliards d'euros de recettes fiscales. Donc on aura une érosion de la base fiscale progressive, surtout à horizon 2030. Et par conséquent, il y aura un enjeu d'équilibrage du budget général. Pour l'instant, il n'y a pas de choix qui ont été faits sur le fait ou non de reporter cette perte de recettes sur l'électrique. Ce n'est pas du tout un choix intuitif. Hein. Certains pays y réfléchissent, mais on peut aussi se dire que ces recettes supplémentaires, on va les chercher sur d'autres secteurs. Donc pour l'instant, il n'y a pas du tout de choix qui ont été faits, mais il y a beaucoup de réflexions sur cette érosion un peu plus globale que celle propre aux véhicules des bases fiscales assises sur les carburants ou tout ce qui est thermique. Autre question? Profitez-en, on a un représentant des pouvoirs publics, même si c'est compliqué pour lui aujourd'hui, ça aurait été moins compliqué si on avait fait ça la semaine dernière, c'est sûr. Pas de... Je voudrais reprendre la balle que vous nous avez lancée sur les véhicules utilitaires, parce que j'aimerais que nos panélistes commentent un petit peu. Dites-nous qui vous êtes. Oui, Pascal Vite-Antonio Evans. C'est quand même une réalité, une spécificité de bon nombre de flottes d'entreprises. Et sur le véhicule utilitaire, on est quand même aujourd'hui, à la fois en termes d'offres, en termes de dynamique, de recharge, d'autonomie, sur des réalités qui sont quand même assez différentes de celles qui ont été décrites, qui sont aussi des réalités, mais d'autres réalités. Et donc je voulais savoir un petit peu, tant du plan, sur le plan réglementaire, sur le plan de l'offre, sur le plan des TCO, quelles sont les perspectives que vous pouvez nous offrir en fait sur le véhicule utilitaire plus particulièrement. Thomas. Peut-être juste pour commencer sur le contexte et sur quelques chiffres. Sur le VU, on a une situation qui est un peu différente de celle qu'on a pu connaître sur le VP. Parce qu'il y a un chiffre que je n'ai pas donné, parce qu'on parle de 100% électrique ici. Mais en 2024, sur les 5 premiers mois, on est passé à plus d'un véhicule sur deux, entre guillemets, électrifié, qu'il soit micro-hybride, hybride, PHEV ou BEV. Ce qui est quand même une sacrée performance, parce qu'en 2015, on était à 96% de véhicules thermiques, essence ou diesel. Donc, si je regarde juste le diesel, 84% de véhicules VP diesel ont été à pas loin de 100%, je crois, sur le VU. Sur le VP, on a eu la chance d'avoir des offres essence, micro-hybride, hybride, plug-in hybride, qui ont permis de décarboner un petit peu, parce que le CO2, c'est une des choses qu'on regarde beaucoup en France, mais qui ont permis de décarboner sur le VP, les flottes d'entreprise. Sur le VU, un diesel, ça a du couple. Un diesel, c'est une offre qui est présente de façon assez
énorme dans les catalogues des constructeurs, et il n'y a pas eu cette arrivée de véhicules essence, de véhicules hybrides, etc. sur le véhicule utilitaire. Donc sur le véhicule utilitaire, si je ne dis pas de bêtises, on est aux alentours de 85-86% de diesel encore aujourd'hui en vente de véhicules neufs. On est aux alentours de, je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois qu'on doit être aux alentours de 12% d'électrique. Un petit peu moins. On est 12% d'électrique sur le B2B et 10% d'essence, sachant que les autres énergies sont à peu près inexistantes. Et après, en termes d'offres, je passerai la parole surtout à Julien et à peut-être moins à Christophe, mais on a une offre, on a un marché qui est très particulier. On a besoin de différents volumes, on a différents métiers qui exploitent le VU. Et en termes d'électrique, on a encore besoin de trouver de la rentabilité côté constructeur. Et la rentabilité, ça passe par les économies d'échelle. Et l'équation n'est pas encore résolue sur le VU. Donc c'est plus compliqué. Ouais. Oui, Julien. Je pense que le segment des VU, en fait, déjà premièrement, il répond à des... C'est un segment qui est occupé par des clients qui sont sur des secteurs à marge faible, pour lequel, quand le deuxième coût d'exploitation après les salaires, c'est les véhicules. Quand ils doivent faire des choix, ils se portent nécessairement sur un choix économique. Et comme il n'y a pas de prix sur le carbone, ils sont quand même très enclins à rester sur une offre qui est pour l'instant pas hyper développée, mais qui commence quand même à s'étoffer. Je pense qu'on peut être optimiste sur cet aspect-là, tant sur des constructeurs nationaux que sur des constructeurs européens ou même asiatiques. On va voir débarquer des plateformes assez pertinentes, et puis peut-être aussi une recomposition du périmètre, du paysage de mobilité, parce que c'est pas forcément les mêmes métrages, enfin les mêmes cubages, charges utiles qui vont être utilisés en cycle urbain dans Paris Centre que en interurbain. Donc je pense que tout ça, ce paysage va se recomposer. Donc moi je suis assez optimiste sur la trajectoire d'électrification du VU en termes, en tout cas, d'offres de véhicules. Je pense qu'il y a d'autres problématiques qui se posent, c'est notamment le déploiement de solutions pour les recharges. C'est pas la même utilisation, c'est pas la même recharge. On parle beaucoup, il y a des bases logistiques, c'est des capex qui sont beaucoup plus importants. C'est des véhicules qui tournent tout le temps, qui ne peuvent pas supporter de passer du temps utilisé. C'est des véhicules qui sont partagés, avec aussi des conducteurs qui vivent pas forcément, d'ailleurs, qui peuvent pas forcément emmener le véhicule, qui doivent s'approcher d'un centre logistique, qui pourront pas s'équiper de bornes chez eux, qui sont ni propriétaires, parfois en logement social. Donc c'est des choses on commence à rentrer un peu dans le dur du point de vue de la population qui a accès à ce type de véhicule pour travailler. D'accord. Alors, je donne une dernière fois, si elle la veut, la parole à la salle. Et puis, on va aller s'acheminer tout doucement vers la conclusion. Oui, pardon, j'ai une demande là, avec un micro. Oui, allez-y. Bonjour, Régis Mazera, Arval. On a parlé des flottes privées, on a parlé des tendances sur les particuliers. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'informations sur les tendances sur les flottes publiques qui peut-être par nature sont un levier plus simple à actionner aussi pour accélérer la transition énergétique? Oui. Alors, quelques mots, distinguer les flottes de l'État de celles des collectivités. Concernant l'État, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne suis pas certain des chiffres, mais il me semblait qu'en 2023, on était autour de 40 ou 50% de voitures électriques. Désolé, j'ai pas de certitude sur le chiffre exact. Mais du coup, il y a eu un effort significatif, notamment via le plan de relance, pour équiper les flottes des ministères. Et sur les collectivités, on a des chiffres un peu moindres, mais qui sont, de mémoire, là encore, un peu supérieurs à celles des particuliers. Donc voilà, il y a un enjeu aussi d'exemplarité pour l'État, avec une circulaire sur les services publics écologiques qui a été publiée et qui vise à accroître encore cette électrification. Et d'ailleurs, il y a des fonctionnaires qui se baladent à vélo, n'est-ce pas, Antoine? Il y a des fonctionnaires qui se baladent, mais à Paris, c'est facile. Question, une dernière question. Bonjour, Nicolas Kurtsoglou, Bioéthanol France.
En fait, c'est plutôt un constat et une félicitation au SGPE. La seule chose qui compte en vérité pour le climat, c'est le CO2 émis en empreinte carbone, c'est-à-dire tout sur l'analyse de cycle de vie. Et il se trouve qu'une étude de l'IFPEN a montré qu'une hybride rechargeable E80, qui fonctionne au superéthanol E85 pendant 60% du temps, émet 13 tonnes de CO2 avec le mix électrique nucléaire très décarboné français, qui est équivalent aux 13 tonnes pour 150 000 km d'une voiture électrique avec une batterie 60 kWh, donc 150 000 km. Et en France, on fait quelque chose de très bien. Dans le calcul de la TVS, au 1er janvier 2025, on fait un abattement de 40% sur le CO2 pour les véhicules de société, pour le calcul de la TVS. Donc, est-ce qu'il est prévu que la France porte au niveau européen une prise globale d'ACV pour les émissions de CO2 des véhicules de manière générale? Merci, c'était la dernière question. Antoine, c'est à vous de répondre. Merci pour votre question. Disons sur cette question des carburants alternatifs, on a un enjeu qui est celui de la disponibilité de la ressource en biomasse, qui est quand même assez contrainte, puisqu'on a d'une part l'offre de la forêt des agriculteurs, et d'autre part les besoins de secteurs de plus en plus nombreux en biocarburants pour se décarboner. Le secteur aérien réclame plusieurs dizaines de térawattheures de biocarburants à horizon 2050 pour décarboner ses soutes, le secteur maritime aussi. L'industrie réclame beaucoup de bois pour des chaudières biomasse, pour la chaleur à haute température, pour remplacer le charbon. Les réseaux de chaleur aussi demandent de la biomasse pour se décarboner, et j'en passe. Tous les secteurs ont des besoins accrus en biomasse. Et du coup, face à l'offre qui est contrainte, je rappelle que la forêt en France va très mal, on n'arrivera pas à produire plus de biomasse qu'aujourd'hui issue de la forêt, parce qu'avec le réchauffement climatique, avec la hausse de la mortalité, elle se dégrade. Et concernant l'agriculture, on arrivera à mobiliser via nos agriculteurs davantage de méthanisation, de cultures intermédiaires, de cultures type miscanthus, mais en quantité qui ne seront pas illimitées. Donc on aura du mal à produire la biomasse pour décarboner tous les besoins. Donc il faut faire des choix. Et les choix que nous proposons de faire, c'est plutôt d'orienter cette biomasse dans les secteurs qui n'ont aucune alternative, notamment l'industrie ou encore les soutes internationales. Merci Antoine. Ce débat arrive à sa fin. Christophe, un mot, et puis Julien, un mot. Alors, mythe ou réalité, c'est vertueux l'électrification, ou c'est encore plein de points d'interrogation? Vous ne serez pas surpris par ma conclusion. Donc, non, le point qui est important, c'est nous déjà, on le fait parce qu'on est convaincu et pas parce qu'on est obligé. Et ce que j'espère, c'est qu'on arrivera justement à ça, c'est que l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs loueurs, que ce soit surtout les acteurs clients finaux et gestionnaires de parc, le fassent parce qu'ils sont convaincus de l'intérêt de rouler à l'électrique, plutôt qu'ils n'en soient obligés ou qu'ils n'en soient contraints. Donc c'est tout l'équilibre effectivement à ce sujet-là qui est important. Et après aussi de dire, voilà, on l'a fait depuis longtemps, on a des historiques dans la marque, on a des expériences qu'on est prêt à partager avec chacun d'entre vous. Donc essayez et puis questionnez-nous. Et encore une fois, soyons convaincus plutôt qu'obligés. Julien, le dernier mot? C'est un grand merci en fait, je pense, à tous les participants pour ce débat qui, à un moment où on a tendance à utiliser le thème de l'électrification comme un vecteur de polarisation, finalement on se rend compte que dans une association professionnelle on arrive à avoir des discussions franches mais constructives. Et donc je pense que l'idée c'est de répéter l'exercice et de réitérer la disponibilité du Sésame LD à collaborer avec les pouvoirs publics pour qu'on arrive à respecter nos engagements pour les futures générations de réduction de l'émission de CO2. Voilà. Merci à tous les quatre. Merci à tous d'avoir écouté.